Et bonjour à tous et à toutes. Ce soir, on va parler de la transidentité. Donc, les personnes transgenres. Moi, j'y connais pas grand-chose, donc du coup, j'ai invité quelqu'un pour en parler. D'accord. Effectivement, c'est un sujet qui peut être très clivant, on le sait, sur les réseaux sociaux. J'ai évité au maximum d'en parler personnellement parce que je suis pas concerné et qu'en plus j'y connais rien, hein, clairement. Donc j'en ai parlé peut-être une ou deux fois. Je sais que j'en avais parlé par exemple pour les femmes transgenres dans le sport. J'émettais des doutes qui étaient juste liés, on va dire, à des choses purement biologiques. J'ai appris beaucoup de choses depuis aussi grâce justement à notre invité de ce soir, Xenia. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous apprendrez des trucs. On va vraiment essayer d'aborder le sujet de façon un peu dépassionnée, hein. On va pas aborder le sujet de façon hyper militante, machin. On va essayer de voir des études, on va essayer de comprendre mieux, d'accord. On va essayer aussi d'être respectueuse dans le chat, s'il vous plaît. Voilà. Et puis évidemment, vous pourrez aussi poser vos questions. Et voilà, la voici qui apparaît sous vos yeux ébahis. Bonsoir Xenia. Bonsoir les gens. Ah oui, t'es sur mon Twitter, je ne comprenais pas. Hello tout le monde. Et bah voilà, moi c'est Xenia, du coup. Alors, donc je suis vraiment très content de te recevoir ce soir parce que j'ai vu ta chaîne YouTube et effectivement tu connais vraiment plein de choses, je veux dire vraiment des connaissances objectives là pour le coup, des études sur des échantillons de personnes, avec groupe témoin, tout ça, enfin des trucs vraiment sérieux qui m'ont beaucoup appris sur le sujet, donc merci. Après j'ai pas encore regardé toutes tes vidéos, j'ai regardé cependant avec intérêt la dernière vidéo que tu as fait. On est là sur ton Twitter qui est juste derrière nous. Voilà, donc abonnez-vous à elle sur Twitter et puis évidemment sur YouTube qu'on va voir maintenant. Donc alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu parce qu'on va peut-être pas rentrer Ouais, tout de suite dans le vif du sujet sans t'avoir un petit peu présenté. Vas-y, présente-toi, hein. bien sûr. Et c'est vrai que j'ai même pas dit sur ma chaîne YouTube. L'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de parler de transidentité de façon sceptique le plus possible, parce que il y a forcément une énorme part de subjectif dans ce sujet, qui est très, très politique. Alors moi, dans la vie, donc c'est Xenia, j'ai 29 ans, je vis du côté de Biarritz. Donc je suis une femme trans et pas juste une trans. Trans, c'est pas un genre, je suis une femme avant d'être une personne trans finalement. Et surtout, en ce moment, mon projet un petit peu principal, c'est de développer ma chaîne YouTube. Pourquoi je fais ça? Ce qui me drive, en fait, c'est que les personnes trans, on en parlera sûrement, mais ce sont des personnes qui sont énormément en souffrance. Et je fais pas exception. J'ai beaucoup souffert de ma transidentité liée au regard des autres et liée à la société. Et je pense vraiment que c'est dû à un manque d'éducation, un manque de connaissance du public sur ce sujet. Et donc mon drive, c'est vraiment de contribuer à éduquer et à diffuser ce que c'est que la transidentité à un maximum de personnes, pas de façon militante et dirigée, mais de façon plutôt monstrative. Et c'est ce qui me drive un petit peu en ce moment, surtout via ma chaîne. Je sais pas si j'ai tout dit. Bah super, bah écoute, on va essayer vraiment de parler de tout ça, des choses qu'il faut pas dire à une personne transgenre par exemple, comment tu vis ta transition, des tas de choses de ce genre-là qui pourraient être un petit peu les questions que tout le monde se pose, les questions que les gens qui connaissent pas le sujet se posent. Et Ouais. puis on va essayer de donner bien sûr des études scientifiques, des sources sur certains sujets liés à ça, donc... Voilà, si ça te dit, on va passer un petit peu pour montrer ton travail aux gens. On pourrait attaquer par une petite vidéo de ta chaîne, la dernière. Mhm. Donc dans cette Allez. dernière vidéo, tu parles des femmes trans dans le sport, je crois, et un petit peu d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Ouais. Une, Alors, une personne TERF, donc ça veut dire c'est les personnes féministes anti-trans, littéralement, ouais. qui a posté une vidéo sur le sujet des femmes trans dans le sport, très à charge, et donc j'ai essayé de proposer une controverse à ça en fait. D'accord, et du coup, est-ce qu'on peut dire, avant de démarrer la vidéo, est-ce qu'on peut dire que t'es contre, t'es pour, c'est quoi en fait? Enfin, est-ce que t'as une position claire ou est-ce que c'est une position nuancée, tout simplement, en tant que sceptique, peut-être que du coup, t'as nuancé le truc, dis-nous. Ouais, disons que moi, ma croyance et ma volonté, c'est que les femmes trans puissent concourir à totale égalité avec les femmes cisgenres. Ça, c'est ma position idéologique. Maintenant, vu que j'aborde tout avec un esprit critique,
Malheureusement, il y a aussi des études sur le sujet qui montrent que les femmes trans peuvent pas toujours concourir à égalité avec les femmes cis. Mhm. Donc, bien que moi, il y a quelque chose que j'aimerais, bah, la conclusion est beaucoup plus nuancée que mes propres croyances finalement. Et moi, j'essaie vraiment de me détacher de mes croyances quand j'étudie un sujet, quoi. D'accord, donc tu veux dire que finalement t'as fait des recherches sur ce sujet, que ça a un peu nuancé ton avis initial finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, à la base, je suivais essentiellement des comptes personnes trans. Et Mhm. elles étaient toutes en mode, bien évidemment, les femmes trans peuvent concourir avec les femmes cis. Regardez, il y a cette étude, il y a ci, il y a ça. Et j'étais en mode, trop bien! Et quand j'ai fait ma première vidéo sur le sujet, qui est encore une vidéo plus ancienne, Mhm. je me suis dit, ah, mais en fait, bah, on n'a pas tout dit, en fait. Il y a d'autres réalités. Et il y a vraiment une double réalité qui se confronte. On est loin d'avoir assez de données pour avoir un consensus, donc c'est un sujet très compliqué à étudier. Et c'est ce que je veux montrer dans ces vidéos, que bah, pour l'instant, on sait pas trop où mettre les pieds. Hello, donc là c'est la Xenia du montage. Donc à ce moment-là de l'interview, on a visionné une bonne partie de ma dernière vidéo. Vu qu'elle est dispo sur ma chaîne, bah, si vous voulez la voir, bah, allez la voir directement. C'est celle qui parle des femmes trans dans le sport de haut niveau. Et là, c'était un petit passage justement où j'essayais de montrer que les différences biologiques entre les femmes trans et les femmes cis, ça pose des questions aussi au niveau des femmes cis entre elles. Et puis on commence à débattre un petit peu de ça. Voilà, on peut reprendre l'interview. Alors là, j'avoue, c'est vachement intéressant comme argument que tu fais sur ce point-là. J'aime beaucoup. C'est vrai que son argument, en fait, à lui, a vraiment pas de sens quand on y réfléchit. Parce que il te dit, ouais, les personnes trans, en fait, bah du coup, ils vont être plus grands en moyenne. Et toi, tu montres très bien que, ouais, et alors, en fait, il y a plein de... En fait, quand la taille compte, il y a plein d'inégalités déjà entre les personnes de même genre. Et en fait, et quand la taille, elle compte pas, bah elle compte pas. Voilà. En fait, c'est vachement... c'est tellement évident, mais... Mm. effectivement, Voilà. bah allez vous abonner en tout état de cause à la chaîne YouTube de Xenia Bis. Et puis, si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Est-ce que tu pourrais du coup détailler qu'est-ce que c'est la détransition du coup par exemple? Pour ceux Ouais, qui nous et regardent et qui sauraient peut-être pas tout ce vocabulaire. alors c'est un sujet génial parce que c'est un énorme argument des personnes qui pensent que la transidentité c'est une épidémie, une idéologie, qui dit oui mais regardez, on trouve plein de témoignages de personnes sur internet qui détransitionnent, donc c'est-à-dire qui font une transition, donc d'un sexe masculin à un sexe féminin, puis reviennent à un sexe masculin, par exemple. Et, euh, et donc, il y en a qui disent, bah regardez, en fait, les transgenres, c'est une bombe à retardement, parce que bah, les gens font ça, mais en fait, ils regrettent plus tard. Et donc, moi, je me suis vraiment attardé à étudier, en fait, même ce qui m'a motivé, c'est-à-dire que moi, j'ai fait mon coming out il y a 2 ans, globalement. Euh, Pas social, mais on va dire dans ma vie intime. Et, euh, et quand j'ai fini par accepter que j'étais une personne trans, je n'en voulais pas, comme beaucoup de personnes trans. Moi, c'est quelque chose qui m'a terrifié. Accepter ma transidentité, c'était perdre la femme avec qui j'étais en train de construire ma vie, c'était perdre plein de privilèges que j'avais, plein de choses. Et je ne voulais pas de ça. Donc j'ai tout fait pour lutter contre ma transidentité. J'ai dit, je ne veux pas être trans, je ne veux pas transitionner. Seulement, bah, j'ai fini par tomber en dépression parce que bah, la transidentité, c'est quelque chose qui, même si on ne trouve pas pour l'instant d'explications concrètes biologiques sur lesquelles on a un consensus, bah, de mon vécu, ça a l'air d'être quelque chose de très profond parce que moi, j'ai pas réussi à me convaincre que j'étais pas trans et pourtant j'ai tout essayé. Et donc, à un moment, donc, je suis tombé dans une très grosse dépression et il y a à peu près 10 mois, je me suis dit, bon, je vais très probablement commencer ma transition, mais avant ça, je veux regarder toutes les personnes au monde qui ont détransitionné, tous les cas que je trouve sur Internet, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me décourager en fait de commencer ma transition. Je me suis dit, ça se trouve, les raisons qui me motivent, il y a déjà des gens qui ont transitionné pour ça et ils ont détransitionné. Donc j'ai fait ces recherches-là. Et ce qui s'est passé, je vous spoil un peu, mais c'est que eh ben, ça m'a énormément rassuré et j'ai démarré ma transition tout de suite après. J'ai fait un mois où j'ai fait que ça, j'ai fait 10 heures par jour de recherche sur ce sujet, j'étais obsédé par ça. Et après ce mois de recherche, j'ai avancé à 1000 à l'heure dans ma transition sans problème et sans plus jamais me poser de questions parce que je me suis rendu compte que toutes les causes de détransition que j'ai trouvées, c'était des causes de pression sociale extérieure et c'était très rarement des causes internes à la personne en fait. Et du coup, c'est vraiment ça que je vais apporter dans mon dossier.
toutes les pressions qui poussent des personnes à détransitionner et pourquoi les détransitions qu'on trouve ne remettent absolument pas en question la question de la transidentité en fait. J'ai peut-être un peu trop parlé. D'accord, non mais c'est intéressant. Après, je retiens que du coup, t'étais en relation donc avec une femme à l'époque. Ouais, c'est ça, et qui s'est séparée de moi quand je lui ai dit que j'étais une personne trans. Ce que je peux comprendre parce que c'est une femme qui était totalement hétérosexuelle, qui ne voulait pas sortir avec une femme, et voilà, les attirances sexuelles, malheureusement, les orientations, ça se commande pas, hein. D'accord, bah oui, c'est vrai que bah du coup, ça a dû être difficile. Le début a dû être difficile, effectivement. Ouais, et c'est ça, John Chowie, c'était dû à la pression sociale, et j'avais aussi énormément peur de. C'était et si plus tard je regrette, et après c'était aussi et si je ressemble à rien, et si je deviens une espèce de monstre hybride que tout le monde montre du doigt et que je n'ose plus sortir de chez moi, c'était mon énorme crainte, mes énormes craintes pour transitionner. Bah, c'est vrai que du coup, c'est intéressant aussi parce que tu abordes finalement la question de si c'est un choix ou de si c'est inné, en fait. À Ouais. partir, est-ce qu'il y a eu un âge où tu t'es dit, je me sens pas à l'aise avec mon genre, en fait qu'à partir de quel âge? Est-ce que tu penses, toi, du coup, que c'est un choix ou que c'est inné? Enfin, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé, en fait? De mon expérience personnelle, qui n'est qu'une expérience personnelle, mais malheureusement, tant que la science ne prouve rien, on est obligé de se baser sur des ressentis personnels. C'est totalement inné. C'est quelque chose, on est avec ça. Euh, Toutes les personnes trans, ou quasiment toutes, ont conscience de leur transidentité très tôt dans leur vie. Par contre, ça se manifeste sous plein de formes et ça explose à différents âges. Il y a des personnes pour qui ça se voit tout de suite dès les 5-6 ans, il y a des personnes qui arrivent à le cacher jusqu'à 60 ans. Mais en fait, moi par exemple, et c'est souvent le cas, j'ai des souvenirs très tôt. C'était dans mes top 3 souvenirs que j'ai aujourd'hui. C'est un où j'étais dans la chambre de ma sœur, donc je devais avoir, je sais pas, 4 ou 6 ans, j'en sais rien. Les souvenirs, ça se reconstruit, hein. Et je me rappelle, j'étais super jalouse de sa posture dans la famille, de comment elle pouvait s'habiller, de ce avec quoi elle avait accès, de ce qu'on projetait sur elle. J'étais, mais pourquoi moi j'ai pas son corps? Pourquoi moi j'ai pas un vagin, etc. Mais bon, on m'a dit bah, que j'étais un petit garçon et qu'un petit garçon ça fait la guerre et qu'un petit garçon c'est fort et que tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon bah, en plus, on m'a dit c'est la honte pour un petit garçon de porter des robes, c'est la honte pour un petit garçon de ci, de ça. Et du coup, je me suis ancré très profondément que bah, en fait, je fantasmais juste sur les femmes. Et toute ma vie, et quasiment tous les soirs, quand je me couchais, c'était très marrant, je me faisais, j'ai des milliers de scénarios dans ma tête où je m'imagine comment je pourrais changer de corps. Peut-être que plus tard, avec telle technologie, on pourra transférer notre esprit dans ça. Ah, j'espère que... Je croyais pas en la réincarnation, je me disais, je prie pour que la réincarnation existe, pour que je me réincarne en femme. Mais si l'âme existe et que moi j'étais une femme, pourquoi je suis dans un corps d'homme? Enfin, je me posais 1000 questions qui me paraissent entre guillemets bêtes, mais j'ai passé toute ma vie à me dire comment renaître dans un corps de femme. Mais pour moi, c'était un fantasme. Et à 27 ans, je ne saurais pas expliquer pourquoi, bah, ça a explosé en fait. Mon cerveau commençait à ne plus tolérer mon corps. J'ai une dysphorie qui s'est créée. Donc une dysphorie, ça veut dire c'est un rejet de son genre. J'ai fait une dysphorie de genre et une dysphorie génitale. Donc je commençais à ne plus tolérer mon organe génital, à ne plus tolérer mon corps. Parfois je touchais mes poils. Il y a des femmes poilues, certes, hein, attention, mais tout ce qui était des marqueurs pro-masculins, ça m'horripilait et à en faire des crises d'angoisse. Et c'est vraiment mon cerveau qui m'a fait ça. Et on a souvent ce témoignage-là, quoi. Les personnes savent très tôt qu'elles sont trans, mais elles essayent de se le mentir le plus longtemps possible, bah parce que dans la société, c'est super dur d'être trans, quoi. Et jusqu'à encore il y a 6 ans, on nous obligeait à être castrés pour pouvoir faire une transition légale. Jusqu'à il y a encore 15 ans, 10 ans même, on nous foutait en hôpital psychiatrique à se faire bourrer de médoc. Enfin, ça fait pas longtemps qu'on peut être trans sans trop souffrir, hein. Et c'est dans pas beaucoup de pays non plus, hein, j'imagine. Non, et puis on se fait tabasser dans la rue beaucoup plus, on se fait beaucoup plus insulter moralement, etc. Enfin, personne n'a envie d'être trans, hein, vraiment, hein. C'est ce qui fait que pour moi c'est inné parce que c'est une tare d'être trans, c'est dur d'être trans, et je veux pas être trans. Il y a plein de gens qui n'ont pas voulu être trans, mais j'ai juste pas le choix en fait. C'est ça où la dépression et des pensées suicidaires, quoi. J'ai pas eu le choix que de transitionner. Et oui, effectivement, je revis depuis ma transition, oui.
D'accord, bah du coup, je me demandais, oui, effectivement, t'en parles dans ta vidéo d'ailleurs, puis là, tu en as reparlé avec la question des poils. Il y a des personnes qui peuvent se dire effectivement que les personnes trans vont immédiatement, une fois qu'elles transitionnent, adhérer finalement aux stéréotypes de genre de leur nouveau genre. Et ça, c'est une critique qui est régulièrement formulée, hein, qu'on voit souvent. Et je pense, enfin, tu l'as quand même plutôt bien expliqué dans ta vidéo. après tu peux peut-être le reformuler, je sais pas. Ouais, je peux même C'est qu'en compléter. Ouais. fait... Ouais, vas-y, vas-y, bah, je te laisse faire, vas-y. Ok. En fait, la féminité ou la masculinité. Donc, moi, pour ceux qui savent pas, donc je suis une femme trans, d'accord? Quand vous savez pas si on dit un homme ou une femme trans, bah, c'est simple. À quoi ressemble la personne? Quel est le genre vécu de la personne? C'est ça le plus important. Pourquoi les personnes trans sont beaucoup plus dans le stéréotype que la moyenne? C'est que, un, on a une énorme souffrance d'un genre qu'on nous a imposé. Moi, j'ai joué le rôle d'un mec pendant 27 ans et je me rappelle, mes deux meilleurs amis à un moment commençaient à se raser les jambes quand ils avaient 20 ans. Je rêvais de me raser les jambes et je ne l'ai pas fait parce que j'ai dit, moi, on va me détecter que j'adore ça si je me rase les jambes. Et donc, j'ai essayé de développer ma musculature alors que je trouve ça débile, mais parce qu'au moins, on assurait qu'on ne voit pas que je sois une femme trans à l'intérieur. Et vu qu'on force en principe un genre, on force quelque chose auquel on ne s'adapte pas, c'est normal que plus tard on a un énorme rejet. Aujourd'hui, je tolère plus les poils sur mon corps, et il y a des femmes plus poilues que moi, je sais, mais moi j'ai trop été forcé à avoir des poils sur mon corps, et donc j'ai créé un rejet par rapport à ça. C'est une sorte de réactance, en fait, finalement, pour parler avec des Exactement. termes sceptiques. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et Bon, ben... il y a ça, et associé, du coup, en très rapide, désolé, vas-y. au manque d'accès à la féminité. C'est-à-dire que Euh, moi, je me rappelle les deux premiers mois peut-être où j'ai fait mon coming out total social partout, que ça y est, j'étais une femme socialement. J'étais en talons tout le temps. Et même chez moi. Et c'est débile parce qu'il y a très peu de femmes cis qui portent des talons chez elles. Mais c'était juste en mode, ça y est, j'y ai le droit, ça y est, je peux me balader en talons, j'y ai accès, foutez-moi la paix, je vais tout le temps en talons juste parce que j'ai le droit. Et peut-être que si je serais née femme cisgenre, j'en porterais moins. Mais en mode, on se dit, on n'y a pas eu accès pendant longtemps, on a tellement rêvé de ça et de pas oser le faire que bah du coup on s'empare de tous les stéréotypes parce que ça nous fait du bien en fait. D'accord, bah c'est compréhensible, hein. Et alors, c'est intéressant, du coup, t'as parlé un petit peu, t'as commencé à aborder la question des trucs à pas dire à une personne transgenre. Donc, est-ce que t'as quelques exemples en tête de trucs à pas dire à une personne transgenre, du coup? Oh oui, oh oui. Bah déjà, ce que tu m'avais demandé tout à l'heure, tu sais, c'est quoi Ouais. ton ancien prénom? Alors, ne demandez jamais ça, parce que notre ancien prénom, il nous fait souffrir, parce que on nous a donné un prénom parce qu'on pensait qu'on était de tel genre. Moi, quand je suis né, j'avais un zizi, donc on pensait que j'étais forcément de genre masculin, et donc on m'a donné un prénom masculin. Mais du coup, ce prénom ne m'appartenait pas à moi personnellement, en fait. Et donc, un dead name, enfin, on appelle ça un dead name en tant que personne trans, Ah, je savais l'ancien pas. prénom. Ok. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle un dead name, c'est pas Je pour rien. connaissais pas du tout Et le terme. C'est bien aussi de développer le vocabulaire lié au ouais, milieu, parce que c'est vrai que du coup, ça m'en apprend un petit peu. c'est vrai. Et nous, notre dead name, on n'en veut pas. Nous, on veut un prénom qui reflète bah, notre genre vécu, en fait. Donc, il y a ça. Euh, oui, comme tu dis, Pauline. Mais du coup, est-ce que t'es opéré? En fait, on s'en fout. Tu sais, il y a des femmes cis qui naissent avec des pénis, des personnes intersexes, tu sais pas ce qu'ils ont entre les jambes, et on leur a donné un genre euh, random, en fait, parce que les personnes intersexes, c'est extrêmement compliqué, c'est la frontière un peu. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des pénis, il y a des hommes qui ont des vagins, et ça va être de plus en plus le cas avec les questions de transidentité. Et ce qu'on a dans notre pantalon, ça ne regarde que nous. Il y a des meufs sur qui t'as fantasmé dans la rue, ça se trouve, elles avaient une quéquette, t'en savais rien, et ça t'a rien changé au fait que t'as fantasmé sur elles. Donc ça, vraiment, il faut arrêter de nous détacher de notre organe génital, quoi. Nous ne sommes pas notre organe génital. Et d'ailleurs, il y a ce débat sur Twitter, je pense que t'as dû voir passer plusieurs fois, des, tu sais, de la question de savoir, alors moi je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, mais
Tu sais, t'as la question de savoir est-ce que les gens qui veulent pas coucher avec telle ou telle personne parce qu'elle a pas l'organe génital voulu, est-ce que c'est de la transphobie ou est-ce que c'est légitime parce que c'est juste des préférences? Tu sais, t'as cette espèce de débat sur Twitter. Qu'est-ce que c'est toi ta position là-dessus? Enfin, si t'en as une, je sais pas. Là, Ouais, c'est très de alors l'opinion, ça. C'est plus vraiment, on n'est plus vraiment dans les faits là, on est un peu dans l'opinion, mais. ça dépend. Pour moi, on est dans les faits en 2021, on sera dans les opinions en 2050. Parce que, en fait, aujourd'hui, le fait qu'on attribue l'organe génital à un genre et qu'on fasse comme si tous les mecs étaient dégoûtés quand une meuf a un pénis, c'est tellement pas vrai. Pour traîner sur beaucoup de sites de rencontres depuis 6 mois, si vous saviez le nombre de mecs hétéros qui oseraient pas du tout assumer à leurs potes qui kiffent sur des meufs avec des pénis et qui me parlent pour coucher avec moi, pour me date, etc., vous avez pas idée, nous les meufs trans, tous les mecs qui nous matchent sur les sites de rencontres. Donc en fait, entre ce que les gens acceptent personnellement et ce qu'ils acceptent de montrer socialement, il y a un gap énorme. Et aujourd'hui, l'organe génital dans notre éducation, dans notre culture, c'est très fortement lié à un genre, en fait. Mais je pense vraiment que plus tard dans le futur, si on éduquerait les personnes, on aurait une culture où on détacherait l'organe génital du genre, et bah effectivement, ce serait moins un problème. Je pense qu'on on pourrait éventuellement vivre dans une société dans 300 ans où tu vas coucher avec une meuf, puis tu sais pas si elle a un pénis ou pas, et tu t'en foutrais parce qu'on t'aurait pas éduqué à ce qu'un pénis sur une meuf ce soit chelou, tu vois. Je pense vraiment que l'organe génital pourrait être dégenré totalement par une éducation différente. Ah oui, sur la question de la reconnaissance de l'état civil, tu sais, il y a aussi un débat. Finalement, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais pas besoin de reconnaissance à l'état civil. Genre, ouais, en quoi est-ce que c'est important pour les personnes transgenres d'avoir ce changement officiel, en fait, sur l'état civil de genre? Bah là, tu vois, j'ai des frissons et j'ai une boule en ventre, rien que le fait que tu m'en parles, tu vois. Tellement, tellement c'est une cause de souffrance. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a eu une annonce hier soir. Le pass sanitaire. Et bah, c'est terrifiant pour les personnes trans, le pass sanitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des vigiles, des machins, je sais pas qui contrôlera ça, qui vont voir arriver à leur port d'entrée des hommes ou des femmes, et il y en a, quand ils vont devoir vérifier le pass sanitaire, ils verront que c'est marqué madame ou monsieur, alors qu'ils vont voir un homme et une femme. Et donc, quand tu arrives en tant que femme et que le mec voit que c'est marqué monsieur, potentiellement, en plus, s'il le dit devant d'autres gens, ah pardon, c'est monsieur, mais tu sais plus où te mettre. Donc de un, c'est extrêmement dur parce qu'on te ramène à ton genre qu'on t'a imposé. De deux, ça crée de la crainte parce qu'il y a des gens qui vont entendre ça et oui, on a peur de se faire tabasser ou insulter. C'est la réalité, même en France. Et c'est terrible. Et j'ai une deuxième anecdote que j'ai vécue personnellement. Enfin, j'ai même très rapidement. Déjà, chaque fois que je vais à la pharmacie, je dois donner une carte enfin, on doit donner une carte vitale où c'est une ancienne photo et où c'est un ancien genre. Donc ça peut être très compliqué parce que pareil, s'il y a des gens derrière, etc. Et moi, je l'ai vécu personnellement, la plus grosse angoisse, c'était au tribunal quand j'étais allé à l'audience pour justement valider mon changement de genre à l'état civil. Je me suis retrouvé dans une salle d'audience avec 20 personnes autour. Et à chaque fois, quand les gens arrivaient, ils disaient Madame Untel, venez. Monsieur Untel, venez. Et moi, j'étais là, assise. Tout le monde dans la salle avait bien vu que j'étais une femme. Et j'étais terrifié en train de me dire, oh, j'espère qu'ils vont pas m'appeler monsieur. J'étais terrifié. Donc je suis allé les voir et pendant un truc et finalement ils m'ont fait passer. Mais ni ils m'ont dit on vous genrera madame par sécurité pendant l'audience, ni ils m'ont dit on ne vous genrera pas comme ça les gens ne sauront pas. J'étais en mode, je me suis dit puis si les gens m'entendent, déjà je vais pas savoir où me mettre parce que je vais devoir supporter leur regard et c'est très dur. Et ensuite, bah, j'ai peur. J'ai peur. Donc, c'est des exemples hein, de la reconnaissance civile, pourquoi c'est important, quoi. À l'aéroport, partout, en fait. Partout. Et ça, du coup, c'est Vraiment. vrai que tu parles de la famille, du coup, je m'engouffre dans le truc. Après, évidemment, si de nouveau c'est trop intime ou douloureux pour Ceci. toi, il n'y a pas de souci. Mais juste, du coup, t'as eu vraiment ouais, un phénomène de rejet. Ça a été difficile avec ta famille ou ça s'est plutôt bien passé ou avec certains membres, oui, avec d'autres membres de ta famille, non Ouais, alors je me rappelle quand je leur ai parlé de la première fois que j'étais trans, au début je leur ai pas dit que je suis une femme trans, au début je leur ai dit je me sens pas totalement homme, je me sens plus féminine que ça. Et pour leur ramener le truc, ils m'ont tous dit ah mais c'est pas de souci, c'est bien, en Amérique il y a des tribus qui ont 4 5 genres et tout, ils m'ont vanté à quel point c'était bien.
Puis quand je leur ai dit que j'allais transitionner, ils se sont rendus compte que ça arrivait chez eux. Alors là, du coup, ça devenait compliqué. Donc, souvent, les personnes sont tolérantes quand c'est chez les autres. Mais quand ça arrive chez toi, c'est plus compliqué. C'est ça, faut composer avec, quoi. Ouais. Et du coup, puis ensuite, j'ai eu du rejet de mes deux parents. J'ai eu très peu de famille, hein, hors mes parents, quoi. Ma sœur, elle s'en est toujours un peu foutue. Et j'ai eu plutôt du rejet au début. Et puis ensuite, il s'est passé quelque chose quand j'ai vraiment démarré ma transition. Mon père a pas supporté. On se parle plus depuis. Et voilà, puisque lui, il a été l'éducation à l'ancienne, dans la campagne, machin, très ancien. Et ma mère, je crois, suite à des discussions avec des mamans de personnes trans, etc., a fini par comprendre et a totalement me soutenir. Et aujourd'hui, c'est le seul soutien que j'ai dans ma famille et elle m'est très précieuse, quoi. Bah, c'est Donc, super on ne ça. sait jamais comment ça va se passer, quoi. Mais c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui se font absolument rejeter de toute leur famille, quoi. Du coup, il y a une question dans le chat. C'est encore une question un peu sensible, c'est vrai, qui ressort parfois sur Twitter aussi. Qu'est-ce que tu penses du fait des mineurs qui transitionnent? Est-ce que ça doit être autorisé? Si oui, à partir de quel âge selon toi? Est-ce qu'il y a des études sur le sujet? Je sais pas. Très peu d'études, très peu d'études. Alors là, il y a deux questions en fait. Enfin, il y a deux angles. C'est-à-dire qu'il y a l'angle statistique où on dit, bah ouais, là, très large, très 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 large, dans toutes les études, majorité des personnes trans qui transitionnent sont plus heureuses après transition qu'avant transition. Donc on pourrait dire statistiquement, on commence à avoir quand même beaucoup de données là-dessus. Une transition, c'est toujours bénéfique, en moyenne, hein, bien évidemment. Il y a toujours des exceptions. Donc oui, faisons transitionner les mineurs, et au pire, ceux qui veulent transitionner, bon bah, Ouais, mais c'est comme ça, quoi. la question, je pense, c'est est-ce qu'ils ont un consentement assez libre et éclairé, un avis assez libre et éclairé pour accéder à ça, alors qu'ils, enfin voilà, en raison de leur âge, Ah, dans ce peut-être, sens-là, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes trans qui n'étaient pas conscientes de leur transidentité au plus jeune âge. Après, en fait, les bloqueurs de puberté ont certains dégâts irréversibles, mais globalement, moi, à 11 ans, on m'aurait filé on m'aurait bloqué la testostérone, ma voix, elle aurait pas mué, j'aurais pas eu de la pilosité qui serait venue, j'aurais pas eu ma pomme d'Adam qui aurait poussé, j'aurais été moins grande et moins carrée qu'aujourd'hui. Du coup, Donc, ça, globalement, t'aurais peut-être été plus heureuse, quoi. c'est évident. Alors, ça, j'aurais Hmm. été 1000 fois plus heureuse plus vite. Sachant qu'au moment où tu l'arrêtes, bah, ta pilosité reprend, ta voix va muer, ta masse musculaire va se développer, etc. Ton ossature à l'âge adulte ne va plus se développer. Je suis pas sûr que ce soit le plus important en fait. Maintenant en France, donc oui, un ado, je pense, peut. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que j'ai perdu comment j'allais le formuler. C'est qu'en fait, il y a un regard des autres qui est trop prenant sur nous. C'est-à-dire que le jour où on vivra dans une société où à 10 ans, on te prend dans une pièce, tu sais que tu seras jugé par personne et qu'on te dit, bon, tu vas avoir une puberté masculine ou féminine, et tu sais que quand tu sors de cette pièce, ni tes parents, ni tes enfants, ni tes pères, enfin personne te jugera, là oui, on pourrait demander sans problème aux adolescents. Le problème, c'est que là, il y a des adolescents qui vont être influencés forcément par le regard des autres parce que la société est transphobe. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, Maintenant, on n'est que sur des bloqueurs. Donc, ma position, c'est que oui, on devrait pouvoir donner à des mineurs des bloqueurs de testostérone s'ils le demandent. Effectivement. D'accord. Mais, parenthèse, super importante, excuse-moi. Ouais, vas-y. Et c'est là où, par exemple, la cause de la détransition est très importante, c'est-à-dire que il y a une vidéo de valeur actuelle, extrême droite, ultra transphobe, qui nous montrait des cas de détransition. Et en fait, j'ai vu sur les 4 jeunes qui détransitionnaient, il y en avait 3 qui avaient transitionné parce qu'ils sont homosexuels. Et donc, un jeune gamin qui veut transitionner parce qu'en fait, il est homo et il supporte pas le regard des autres, donc il se dit que s'il est hétéro, il sera plus accepté par les autres, il ne faut pas le laisser transitionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un accompagnement pour s'assurer que les motivations des personnes trans, c'est une transidentité et pas une pression externe comme la peur de l'homosexualité. Ou un autre exemple tout bête, tu peux être un garçon qui adore mettre du vernis et des talons hauts, t'as pas besoin de transitionner pour faire ça. Mais aujourd'hui, on sait que si t'es un homme, que tu te balades dans la ville en vernis et en talons hauts, tu vas te faire tabasser. Donc tu transitionnes. Et quand t'as transitionné, tu te rends compte que t'étais juste un mec qui aime les talons et le vernis. Que t'étais pas trans.
Donc il faut apprendre à savoir cibler ça par contre. Ouais. D'accord, donc du coup ta position finalement c'est de dire que ça pourrait être autorisé pour les mineurs la transition, mais à condition quand même d'avoir ce suivi psychologique par des professionnels Ouais, afin de repérer les véritables motivations sous-jacentes. ouais, c'est ça. Ouais. Je sais que beaucoup de personnes trans dénoncent la psychologisation et la psychiatrisation du suivi des personnes trans, mais dans le cas des mineurs, ce serait important juste pour s'assurer que c'est pas une cause externe, quoi. Mm. Et t'as même des cas où la personne est très mal dans sa vie, est mal dans son corps. Il y a des gens qui lui parlent de transition, qui se mettent à rêver que ça pourrait les sauver, et qui vont transitionner, pas parce qu'ils se sentent intérieurement d'un genre différent, mais parce qu'ils se disent peut-être que ça m'aidera à être mieux. Donc il y a des causes externes qu'on pourrait cibler, et si on trouve aucune de ces causes externes, il n'y a aucune raison d'empêcher une transition même à 10 ans. Hein. Il y a Eldarion qui dit que ça serait trop jeune, 10 Ah ans, oui, parce pardon. que la croissance du cerveau ne serait est pas encore terminée. C'était un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que à 10 ans, on a un consentement assez libre et éclairé, un avis assez libre et éclairé pour être vraiment sûr de transitionner, d'avoir les bonnes motivations pour transitionner? Bon, bah ça, c'est un petit peu difficile comme question, hein. Ouais, mais tu vois, puis encore une fois, malheureusement, c'est ce qui est compliqué avec la transitionalité, c'est qu'on n'a pas le choix que de se baser sur des expériences personnelles. Mais moi, comment je l'ai vécu, par exemple, pour vous en donner au moins une, euh, à 10 ans, ça faisait 4-5 ans que je jalousais ma demi-sœur, que je jalousais ma sœur. Ça faisait 4-5 ans que quand on me déguisait en fille pour des carnavals ou des choses comme ça, je me sentais extrêmement bien quand je jouais le rôle d'une fille à l'école primaire et qu'on me mettait des habits féminins. Mais j'étais en mode, je prie pour que ça ne s'arrête jamais, en fait. Et si j'aurais été dans une société où on m'aurait moins dit que c'est la honte pour un petit garçon d'aimer les trucs féminins et tout, ouais, clairement, à 10 ans, moi, il n'y avait pas de problème hein, pour la détecter, ma transidentité. Hein. Et pourtant, j'ai tellement bien joué mon rôle que quand j'ai annoncé mon coming out à mes parents, ils étaient en mode, quoi? Donc, il y a des gens, ça se voit tout de suite qu'ils sont trans, et il y a des gens, on le cache très bien. Donc, moi, je pense que. J'affirme pas, encore une fois, hein, j'affirme rien de sûr, mais je pense que c'est possible, vers 10-12 ans, peut-être, ouais. Avant la puberté, dans tous les cas, quoi. Le rêve de, je pense, 90% des personnes trans, peut-être 80, allez, je vais pas me prononcer, c'est de pas avoir eu de puberté du genre vécu, quoi, du genre assigné, quoi. C'est pour une femme trans d'avoir eu un genre, une puberté masculine, mon Dieu. Et pour un homme trans qui voit pousser ses seins, mais c'est terrible. Vous vous rendez pas compte de la souffrance que ça, c'est extrêmement dur. On dépense beaucoup plus en antidépresseurs et en choses comme ça que sur les quelques détransitions qu'on aurait. Hein. 100%. Hein. Du coup, tout bête, hein, mais je sais que c'est une question que je me posais à une époque. Donc je me dis que peut-être des gens qui regardent ici se la posent. Quelle est la différence entre un transsexuel et un transgenre, du coup? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais. disent oh les Ouais. transsexuels en parlant des transgenres. C'est terrible. En fait, alors, ça dépend des cultures, mais en France, le terme transsexuel, en moyenne, hein, par la majorité des personnes trans, c'est arrêter avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme transsexuel, c'était la psychiatrie qui avait adopté ce terme-là, quand on pensait que la transidentité, c'était une maladie mentale. Donc il y a 20 ans, on pensait qu'une personne qui se sentait, qui était née homme et qui se sentait femme était transsexuelle et qu'il fallait la foutre en hôpital psychiatrique avec plein de médocs pour soigner sa maladie mentale. Et donc ça venait de là. Et au bout d'un moment, les psychiatres ont commencé à se rendre compte que, en fait, non, ça n'a pas l'air d'être une maladie sexuelle, ça a l'air d'être comme l'homosexualité, en fait, hein, quelque chose qu'on ressent. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on peut plus dire ça, et c'est le terme transgenre qui s'est imposé. Mais, il y a des gens qui s'en foutent. En Amérique latine, les gens utilisent le terme transsexuel sans problème parce qu'ils n'ont pas cette relation-là. Au Québec, le terme transsexuel est aussi communément admis. Donc ça dépend. Ce qui est sûr, c'est que le terme transgenre ne choquera pas, finalement. Ensuite, je pense que bon, on a parfois eu, enfin, j'ai parfois eu, et puis d'autres ont parfois eu des soucis avec certains militants ou certaines militantes sur Twitter, des causes, des causes LGBT, etc. Parce que peut-être il y avait une incompréhension de notre part et que du coup on disait pas ce qu'il fallait et tout ça. Qu'est-ce que globalement tu penses toi du milieu militant LGBT, enfin, ou en tout cas
par rapport aux personnes transgenres, les militants les militants transgenres. Est-ce que, enfin, voilà, quelle est ta vision des choses? Est-ce que tu trouves qu'il y en a qui abusent? Est-ce que tu penses que c'est une façon de se défendre? Peut-être qu'ils sont sur la défensive parce que justement, parce qu'ils sont beaucoup attaqués, de fait. Je sais pas. Enfin, voilà, quelle est ta position un petit peu par rapport au milieu militant, tout simplement? Ouais, bien sûr. Bah après, t'inquiète pas, ça nous concerne nous aussi. Tu vois, pendant ce live, j'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo d'une personne trans qui me démonte. Donc, comme quoi, voilà. D'accord. Et en fait, je pense que, je sais pas si en moyenne c'est un milieu militant plus virulent qu'autre part. Ce qui est sûr, c'est que les personnes trans souffrent énormément. Je pense, hein, que c'est peut-être la population la plus discriminée qu'on a aujourd'hui, par exemple, notamment en France, en termes d'injures, en termes de discrimination dans la rue, d'agression verbale, d'agression physique. C'est plus que les personnes racisées aujourd'hui. C'est terrible, les personnes trans, sachant qu'on est très peu à oser sortir. Faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les personnes trans sont énormément cachées et vivent en petit comité. Mais il y a tellement de souffrance que quand c'est ça, quand on ne comprend pas tout de suite, des fois, ça va tout de suite monter au créneau et vous comprenez rien avec ce manque de recul que je peux comprendre malheureusement. Donc effectivement, c'est très compliqué. Maintenant, de toute façon, quand vous êtes face à une personne qui est fermée d'esprit, que ce soit une militante ou pas, ça sert à rien de discuter dans tous les cas, mais n'en voulez pas si une personne trans vous démonte parce que elle traduit juste une énorme souffrance qu'elle a vécue, quoi. Alors du coup, ouais, ce que je disais, c'est quels sont les stéréotypes qui t'énervent en tant que trans, du coup, enfin, à titre personnel, quoi. Ce qu'on pense sur les personnes trans? Oui, voilà, enfin, si t'en as en tête, hein, du coup, parce qu'on a quand même abordé pas mal d'aspects, donc peut-être que du coup, Ah, c'est redondant, mais... ouais, c'est le. Encore une fois, là, je parlais avec un mec sur un site de rencontre là hier et il me dit ta transition, machin, il me dit et du coup, t'as changé d'orientation sexuelle à quel moment? Et pourquoi tu veux que je change d'orientation sexuelle? Il y a des meufs qui aiment les meufs, il y a des meufs qui aiment les gars. C'est pas parce qu'on change de genre et de sexe que du coup on va être attiré par d'autres personnes en fait. Ouais, L'orientation sexuelle n'a rien à voir avec le genre vécu. ça, c'est vrai que c'est un truc que... Enfin, je pense que ça faisait aussi partie de mes croyances avant. Moi, je viens d'un milieu de la campagne, hein, où, où on n'en parle pas du tout, où on ne sait même pas que ça existe, en fait, globalement, la transidentité, tout ça. Euh, et c'est vrai qu'il y avait cette espèce de croyance de base que si tu te... si tu essayes de devenir... Si t'es un homme de base et que tu essayes de devenir une femme, finalement, c'est parce que t'as envie de te taper des hommes de manière plus légitime ou je sais pas quoi. Enfin, c'est que t'es forcément homosexuel, quoi. En gros, Moi, je pense que tu vois, c'est à la plus base. l'hétéronormativité. C'est-à-dire que Hmm, toi, quand il y a des inconnus qui te demandent si t'es en couple, ils vont dire alors t'as une copine. hmm. Tu vois? Et donc, il part du principe que si tu changes de genre, tu changes aussi d'orientation. Parce qu'une meuf, ça aime les hommes en moyenne, tu vois? Et Ça se Hmm. retrouve. Enfin, t'as des chiffres ou des études là-dessus par rapport Non, il y à en a si, pas. enfin, si la plupart des personnes trans elles changent aussi d'orientation sexuelle ou pas, ou si ça Non, non, reste pareil. il y en a pas, mais allez sur des groupes de personnes trans, euh, poser ce genre de questions. La très grande majorité des réponses, c'est bah non, j'ai pas changé d'orientation, quoi. J'aimais les hommes, j'aime les hommes. Donc oui, je suis passé de hétéro à homosexuel, techniquement parlant, parce que ton genre a changé. Mhm. Mais l'orientation change rarement en fait. Parfois elle s'ouvre parce qu'on s'accepte plus, mais ça arrive aussi chez les hétéros en fait quoi. Je suis pas sûr que ça arrive beaucoup plus chez les personnes trans, hein. D'accord, j'avais vu aussi que apparemment chez les... Alors du coup, là ce coup-ci chez les hommes trans, du coup qui étaient une femme avant et puis qui deviennent un homme et qui du coup prennent des hormones masculines, apparemment il y a un phénomène d'apparition d'une sorte de micro-pénis en fait, avec le Ouais, clitoris qui gonfle. Je sais le même plus comment ça clitoris qui s'appelle. s'hypertrophie, ouais. Hmm. Ouais, et même du coup, ce qui est super intéressant, c'est que il y a une opération donc les hommes trans ont deux possibilités, soit de se faire greffer un pénis avec la peau de l'avant-bras ou de la peau du dos, quelque chose comme ça. Donc ce sera pas un pénis qui sera sensible et capable d'érection en soi, mais on peut pas d'érection
d'orgasme, en fait. L'érection doit être manuelle, faite par une pompe, mais il y a des orgasmes possibles parce qu'on préserve quand même le clitoris dessous, et donc stimuler le pénis stimule le clitoris. Mais il y a une autre intervention pour les hommes, parce que c'est une intervention très lourde, très invasive, ça laisse des grosses cicatrices. Parce qu'il y a plein d'hommes trans, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir aller faire pipi debout dans des toilettes communes. C'est voilà, avoir un semblant en fait de pénis en point de vue pratique. Et donc ça s'appelle une métaïdoïoplastie, où on va en fait par quelques incisions augmenter la taille, libérer un petit peu le clitoris, et ça va faire ressortir le clitoris qui est déjà un peu hypertrophié par les hormones, et ça fait une espèce de micro-pénis, de petit pénis, qui permet de faire pipi debout, de s'attoucher, de se masturber un peu comme un homme, etc. quoi. Qu'est-ce qui devrait changer selon toi dans la société actuelle, du coup? Et bah déjà, un point de vue administratif, c'est super important parce que ce serait super simple à faire. En fait, nous on appelle ça la transphobie internalisée. C'est en fait, c'est transphobe d'appeler une personne trans monsieur au tribunal, par exemple. Donc, d'avoir des possibilités où soit on peut mentionner qu'on est une personne trans et donc mentionner le genre qu'on souhaite avoir administrativement, soit d'arrêter de genrer les personnes en fait. Quand on appelle une personne, si on dit nom, prénom, normalement, dans une salle de 20 personnes, il y aura rarement deux personnes pareilles, quoi. Et même au pire, on peut s'en sortir, quoi. Donc, c'est de mettre en place des choses administrativement qui font que les personnes trans ne sont pas systématiquement ramenées à leur genre qu'on leur a attribué et qu'elles puissent vivre dans leur genre vécu. Donc ça, dans la société, ce serait pas si compliqué que ça à mettre en place. Et en fait, déjà, il faudrait que les personnes trans aient l'égalité des droits avec les personnes cisgenres. Ce qui n'est par exemple pas le cas avec la PMA. Moi, j'ai congelé mes spermatozoïdes avant de commencer mes hormones. Si je veux utiliser mes spermatozoïdes, sachant que sur mes papiers d'identité, c'est marqué que je suis de sexe féminin, Mhm. et bah, déjà, on accepterait. Déjà, il faut que je sorte avec une femme. Certaines personnes pourraient potentiellement inséminer ma femme si j'ai une femme, mais c'est pas vraiment autorisé par la loi, donc c'est un peu chelou en France. Par contre, si je veux pouvoir reconnaître également mon enfant, il faut que je l'adopte parce que je suis une femme qui a utilisé des spermatozoïdes, donc ça fait un bug dans leur cerveau, quoi. Sachant que légalement, c'est pas autorisé, en fait. Une femme trans ne peut pas utiliser ses propres spermatozoïdes. Et un homme trans ne peut pas se faire inséminer par PMA, sachant qu'il a un vagin et des ovaires, parce que c'est marqué monsieur sur sa carte d'identité. Du coup, C'est terrible. ouais. C'est intéressant parce que du coup, je te demande qu'est-ce qui devrait changer dans la société selon toi, et tu me parles en premier effectivement de problématiques juridiques Ouais. et de problématiques finalement très institutionnelles. Est-ce que pour toi, enfin, tu vois, tu me parles pas du coup directement de changement des mentalités, etc. Est-ce que Parce pour que toi, c'est le plus finalement, le simple. changement des mentalités, ça devrait passer d'abord par les changements institutionnels et juridiques? En fait, c'est ça, c'est que les changements institutionnels et juridiques, en fait, autant qu'on ait une culture depuis des milliers d'années qui ont genré notre éducation, je comprends que ce soit pas évident de changer ça rapidement. Hmm. Autant signer un papier qui dit que j'ai le droit d'utiliser mon spermatozoïde, que je sois une femme ou un homme légalement parlant, ça coûte pas grand-chose, quoi. Donc les changements institutionnels sont simples à mettre en place et ça donnerait beaucoup de confort aux personnes trans. En fait, c'est le plus simple. Alors, il y a quelqu'un qui avait, donc Aptérix le Gaulois, qui avait une question technique. Une femme trans et une femme cis ne peuvent pas faire d'enfants sans PMA? Si, mais il faudrait que j'arrête mes hormones pendant 3 mois. Ah ouais. Donc voilà, j'ai des frissons, j'en tremble. T'as tes poils qui repoussent, c'est terrible, c'est terrible. Et ensuite, c'est pas sûr que tes spermatozoïdes soient aussi fertiles qu'avant, parce que la qualité des spermatozoïdes sont quand même impactés par les hormones. C'est pas pareil pour tout le monde, mais peut-être que tu es devenu infertile. Donc c'est extrêmement invasif, quoi. Alors que tu as juste à aller mettre des spermatozoïdes dans des tubes à l'hôpital avant de commencer tes hormones, c'est simple, et voilà, terminé, quoi. Donc, Du coup, tu parlais d'expériences perso, qu'il fallait surtout se baser sur des expériences personnelles, malheureusement, comme tu dis. Est-ce que, selon toi, il n'y a pas encore assez d'études sur la transidentité? Est-ce que tu as du mal à en trouver? Enfin, dis-nous, du coup. ouais, c'est ça. Il y a pas assez d'études sur le sujet, il n'y a pas tout qui est étudié. Bon, maintenant,
On a une dizaine d'études qui nous dit que les personnes trans sont plus heureuses après transition, prennent moins d'antidépresseurs, ont moins de pensées suicidaires, etc. On a une dizaine d'études sur le sujet. Et elles disent toutes la même chose de façon significative. Donc là, on commence à se dire, ouais, il y a quand même un consensus qui commence à se mettre. Mais sur le reste, c'est des études isolées, pas très reproduites, sur des faibles échantillons, ou c'est des questionnaires sur les ados. Souvent, on inclut les parents. Donc il y a les réponses des ados et les réponses des parents dessus. Donc c'est encore très peu étudié. Par contre, il y en a plein en ce moment, quoi. C'est un phénomène qui est vraiment en train d'exploser. Donc je pense qu'il y a 10 ans, dans 10 ans, on commencera à avoir quand même des choses significatives. Ouais. On C'est aura très peut-être récent qu'on plus. étudie la transidentité. Ouais. On aura peut-être plus de sources. Du coup, ouais, t'en as plus trouvé dans le sport où effectivement, là, il y a peut-être des enjeux aussi économiques plus importants de savoir rapidement qu'est-ce qui doit être autorisé, qu'est-ce qui doit pas être autorisé, j'imagine. Même pas, hein, je suis même pas sûr d'en avoir 10 dans le sport, hein. J'en ai peut-être 8, 9. Hein. Il y en a Ah pas ouais, tant que ça. malgré ça. Ouais, Ok. après, c'est plus. On prend des données, c'est comme ce qu'avait fait l'armée américaine, quoi. Ils ont pris les données de 20 000 Marines, quelque chose comme ça. Ils savaient qui avait transitionné ou pas, et vu qu'ils font régulièrement des tests, bah, ils ont dit voilà, on regarde les tests qu'avaient les personnes avant transition, on regarde ce qu'ils avaient après transition, on les compare avec les échantillons des 6 genres, et on a quelque chose de significatif. Mais ça représentait sur 20 000 Marines 360 personnes. Donc, euh, donc ouais. Puis après, on a des choses qui se font, comme par exemple en Suède, où on fait, et ça va être bientôt le cas en France d'ailleurs, je crois, euh, où on a des questionnaires de très grande ampleur quand on fait les recensements administratifs des personnes, des choses comme ça. On commence à poser des questions sur bah, quel est votre genre vécu, est-ce que peut-être vous vous sentez différent du genre qu'on vous a signé juridiquement, etc. Donc il y a des choses qui commencent à se faire. Ouais. Il y a eu des études sur une longue période sur beaucoup de personnes qui ont montré un taux de détransition de moins de 1%. Est-ce que tu confirmes? Je pense que tu es en train de faire des recherches là-dessus pour ta future Exactement, vidéo. C'est ça, on est exactement. sûr. Il y a même des études qui parlent parfois jusqu'à 3% d'insatisfaction. Mais en Mhm. fait, ce que ça met en lumière quand tu regardes dans le détail de l'étude, c'est qu'en fait, les personnes étaient insatisfaites parce que bah, Elles elles sont avaient fait une discriminées et tout, quoi. chirurgie. Non? Non, 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 elles avaient Ah, fait une chirurgie génitale, par exemple. À l'époque, c'était pas la même technique qu'aujourd'hui. Elles ont perdu leur libido, elles ont perdu leur hmm. capacité de plaisir et c'est très compliqué. Ah bah Et oui, donc, elles j'imagine. regrettent parfois certaines étapes de la transition, mais pas d'avoir transitionné, quoi. D'ailleurs, une parenthèse par rapport aux études, c'est très compliqué pour les chercheurs d'étudier l'histoire de la transidentité parce que il y en a beaucoup en fait où on parlait de travestissement Mhm. et on ne sait pas du coup s'ils parlaient de personnes trans, mais à l'époque ils Ah, considéraient que c'était des travestis ou ou juste des pas. Et travestis. ouais, et t'as des confusions comme ça où des fois c'est dur de savoir de quoi ils parlaient, quoi. Sachant que certaines cultures considéraient qu'une femme masculine c'était une personne trans parfois, alors que c'était juste une femme masculine. Enfin, c'est Parce que... vraiment compliqué à étudier. Ouais. Bon là on est encore du coup sur les questions de vocabulaire, c'est vrai que ça, c'est un petit peu des notions que mélangent peut-être les personnes qui connaissent pas le sujet du coup. Ouais. Transgenre, travesti, transsexuel, on en parlait tout à l'heure des transsexuels. Bah, Et du coup transsexuel, là, oublié. voilà, Travesti, c'est un et mec qui aime travesti du s'habiller coup. en femme. Donc Mais rien à voir. qui se sent pas femme, C'est enfin ça, ouais. voilà, il se sent pas forcément femme, c'est juste il s'habille Ouais. en femme quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un homme qui aime parfois s'habiller en femme, mais il se sent homme, il a une vie d'homme, il a aucun problème avec ça. Donc ça n'a rien à voir, ouais. Ah, et il y a Tibal 333 qui précise sa question de tout à l'heure et qui te demande si le climat politique te fait peur dans le sens avec le RN ou LR aux commandes. On va Ouais, essayer mais d'éviter encore de. une fois, Ouais, toi la j'y connais politique, tellement rien. c'est pas Ouais, ton non, mais truc. vraiment, genre, pour moi, c'est pas mon combat. Je peux me tromper, hein. Mais pour moi, c'est pas là que je sens que j'aurai le plus d'influence, en fait. Donc, Hmm. je sais pas. Enfin, après, moi, ma croyance, c'est qu'en fait, collectivement, ça va se. La tolérance va forcément finir par un minimum venir par rapport à ça et la compréhension, parce que les personnes trans commencent à sortir et on ne pourra pas nier cette réalité. Donc même s'il y a des méchants anti-trans au pouvoir, dans le long terme, ça va se tasser. C'est ma croyance naïve peut-être, hein, mais... Bon, alors du coup, bah voilà, bah, Merci à toi en tout cas. on va finir là-dessus. Bah, je suis super content de t'avoir invité, Xenia. Ouais, Et c'était super cool et je te remercie parce que comme je l'ai dit, ça passera par vous, les influenceurs qui ont beaucoup plus de visibilité, de faire ce travail-là que tu viens de faire ce soir, en fait. De diffuser ça juste à plus de personnes. Et c'est trop précieux ce que tu fais. Et donc, vraiment, je te remercie pour ça parce que c'est trop une belle initiative. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire, en bah fait, le écoute, plus important.
je laisse la place vraiment à toute initiative sceptique qui est là, qui arrive avec une démarche, tu vois, un petit peu dépassionnée, qui arrive avec une vision, avec du recul, avec des études, franchement, c'était super intéressant d'avoir ton point de vue du coup là-dessus. En plus, du coup, t'es totalement concerné par le sujet, hein, donc on va pas se mentir, moi j'aurais pas pu en dire autant, je ne connais pas bien le sujet. Donc je rappelle que Xenia a un compte Twitter, vous pouvez la suivre sur Twitter, vous pouvez aussi la suivre donc sur YouTube. Et puis merci à toi d'être passé Xenia, on voit ton Oui, petit toutou, ton petit merci toutou, à vous. voilà, Et oui, sans nuit, ça fait longtemps que je lui ai pas fait de câlin, il vient. enchanté. Bah fais-lui bien des Il câlins, demande. on va finir on va finir ce live. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé encore une fois. Et puis salut à tous, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde, ciao.